soir de son mariage, Chloé a entendu des pleurs. Pas des pleurs d'enfants, pas des pleurs de joie, des pleurs de femme, profonds, anciens, des pleurs qui venaient de sous ses pieds. Elle venait de souffler la dernière bougie du gâteau, une pièce montée aux fruits rouges, quand le bruit a traversé le plancher. Ses talons rouges ont vibré. Elle a baissé les yeux vers le parquet en chêne du XVIIIe siècle. Le bois était froid. Beaucoup trop froid pour une soirée d'été en Normandie. Chloé s'est tournée vers son mari, Antoine. Il souriait. Il découpait le gâteau. Il n'avait rien entendu. Personne n'avait rien entendu. Juste elle. Les pleurs ont recommencé. Cette fois, plus fort. Chloé a posé son couteau. Elle a regardé Antoine droit dans les yeux et elle lui a demandé « Qu'est-ce qu'il y a sous la maison ?» Antoine a arrêté de sourire. Pendant une seconde, son visage n'a plus été le sien. Un masque vide. Puis le sourire est revenu. Il a répondu « Une cave, rien d'important. » Il lui a pris la main. Il a changé de sujet. Il a parlé de la lune de miel, de l'Italie, de la plage. Mais Chloé n'écoutait plus, parce que les pleurs, maintenant, elle les entendait distinctement. Et ce n'était pas une femme qui pleurait, c'était 3 femmes. Le manoir où ils ont fêté leur mariage appartenait à la famille d'Antoine depuis 5 générations. Un bâtiment gris en pierre de Caen, entouré de pommiers et de champs vides. Il était perché sur une colline, à 20 kilomètres de Bayeux, loin de tout. La nuit, on n'entendait que le vent et, parfois, des bruits de pas dans les murs. Les invités étaient repartis. Les lumières étaient éteintes. Il était 2 heures du matin. Chloé n'arrivait pas à dormir. Le lit était trop grand. Le silence était trop lourd. Et les pleurs continuaient. Alors, elle s'est levée. Elle a enfilé une chemise d'Antoine. Elle a pris une lampe torche sur la commode. Elle est sortie de la chambre. Dans le couloir, les portraits des ancêtres la regardaient. Leurs yeux peints semblaient la suivre. Elle est arrivée devant une porte en bois noir. Une porte qu'elle n'avait jamais remarquée pendant les 6 mois qu'elle avait passés dans cette maison. La porte était verrouillée par un cadenas moderne, tout neuf, acheté récemment. Chloé a soulevé le cadenas. Il n'était pas fermé. Les pleurs, maintenant, sortaient de derrière cette porte. Elle l'a ouverte. Des escaliers en pierre descendaient dans le noir. Un escalier qui tournait sur lui-même. Un escalier qui sentait la terre mouillée et le moisi. Et le froid. Un froid qui n'avait rien à faire au mois de juillet. Un froid de cave funéraire. Chloé a descendu les premières marches. La lampe éclairait à peine. Les murs suintaient. Des traînées d'humidité couraient le long des pierres comme des veines. À la 10e marche, elle a entendu une respiration. Pas la sienne. Une respiration rauque, fatiguée. Comme une vieille femme qui a crié trop longtemps. Chloé a failli faire demi-tour. Mais ses jambes ont continué toutes seules, comme si quelqu'un la tirait par les chevilles. Marche après marche, vers le bas, toujours vers le bas. À la 15e marche, la lampe a clignoté. Dans l'obscurité, une seconde, elle a vu une main blanche posée sur la rambarde, fine, osseuse, avec des ongles longs et sales. La lampe s'est rallumée, la main avait disparu. Chloé a pleuré silencieusement. Elle a continué. Le sous-sol était immense, bien plus grand que la maison au-dessus. Une pièce ronde, voûtée, avec des piliers en pierre. L'air était irrespirable, épais, chargé de quelque chose de sucré.
un parfum de fleurs fanées, de roses séchées, d'enterrement. Sur le sol, il y avait de la paille pourrie, des toiles d'araignées partout, et au fond, adossées au mur, 3 silhouettes blanches, 3 femmes. Chacune portait une robe de mariée. Chacune avait un voile sur le visage. Chacune était assise par terre, les jambes repliées contre la poitrine, les bras autour des genoux. La première avait une robe des années 1950, taille cintrée, jupon volumineux, dentelle jaunie. La deuxième portait une robe des années 1980, manches ballon, satin blanc, perles. La troisième avait une robe très récente, 2015 peut-être, moderne, élégante, simple. Chloé s'est approchée de la troisième. Elle a soulevé le voile. La femme avait les yeux ouverts, des yeux fixes, des yeux qui ne clignaient pas, mais ses joues étaient mouillées. Elle pleurait, en silence, depuis longtemps, depuis très longtemps. Chloé a reculé. La femme l'a regardée. Elle a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Puis, d'une voix qui n'était plus une voix, elle a chuchoté. « Laquelle es-tu » Chloé n'a pas répondu. La femme a continué. « La première est morte il y a 70 ans. La deuxième est morte il y a 30 ans. La troisième est morte il y a 5 ans. Moi, je ne me souviens plus quand je suis morte. » Chloé a regardé les autres robes, les autres voiles, les autres visages. La première femme avait la peau grise, comme du carton. La deuxième femme avait les mains réduites à des os. La troisième femme, elle, était intacte, mais elle ne bougeait pas, elle ne respirait pas, elle pleurait seulement. Des larmes qui coulaient sans fin. Des larmes qui formaient une flaque sur la paille. Chloé a touché le bras de la troisième femme. Le bras était chaud, chaud comme une personne vivante. Puis le bras a bougé. La main de la femme a attrapé le poignet de Chloé. La force était incroyable. Chloé a crié. La femme lui a chuchoté. « Ne reste pas, il va bientôt descendre. » C'est toujours le soir du mariage qu'il descend. Chloé s'est dégagée. Elle a couru vers les escaliers. Derrière elle, les 3 femmes ont commencé à pleurer toutes ensemble. Un bruit assourdissant. Un mur de larmes. En montant les marches, Chloé a entendu une porte s'ouvrir en haut. Des pas lourds, des pas d'homme. La voix d'Antoine. « Chloé, tu es dans la cave ?» C'était la même voix que d'habitude. Douce, calme, aimante. Mais Chloé avait froid. Pas de peur, de dégoût. Parce qu'elle savait, sans savoir. Elle savait. Elle a atteint le haut des escaliers. Antoine se tenait devant elle. Il souriait. Il tenait une bouteille de champagne dans une main. Dans l'autre main, il tenait des menottes. Pas des menottes de police. Des menottes de sex shop, recouvertes de satin blanc. Il a dit « Tu as vu mes petites protégées ?» Il a souri plus largement. « Toi, tu seras numéro 4. » Chloé a frappé. Elle l'a frappé au visage avec la lampe torche. Le nez d'Antoine a craqué. Il est tombé en arrière. La bouteille s'est brisée. Le champagne a coulé sur le parquet en chaîne. Chloé a couru. Elle a couru dans le couloir, devant les portraits, devant les ancêtres, devant cette famille qui avait gardé le secret pendant 70 ans. Elle a déverrouillé la porte d'entrée. Elle a couru pieds nus dans les champs. Les pommiers défilaient. La rosée était glacée. Derrière elle, la lumière du manoir s'est allumée. Une fenêtre, 2 fenêtres, 3, toutes. Et une voix, pas celle d'Antoine. Une voix de vieille femme. La même voix que dans la cave. Celle qui avait dit « Ne reste pas ». La voix criait « Ramène-la, ramène-la,
La cave a faim. Chloé a couru jusqu'à ce que ses pieds soient en sang, jusqu'à ce que la lumière du manoir ne soit plus qu'un point, jusqu'à ce qu'elle trouve une route. Une voiture s'est arrêtée. Un camionneur l'a prise à bord. Il l'a déposée à la gendarmerie de Bayeux à 5 heures du matin. La police a perquisitionné le manoir à 8 heures. Ils ont trouvé Antoine dans la cuisine. Il préparait le petit déjeuner. 2 œufs au plat, du café, des croissants. Il souriait. Il a dit « Ma femme est partie cette nuit. Une dispute de mariés, quoi. » La police a descendu dans la cave. La cave était vide. Pas de paille, pas de voix, pas de femme, pas de robe. Rien que 4 mètres carrés de terre battue et un mur en pierre. Pas assez grande pour accueillir 3 personnes. Pas assez profonde pour cacher quoi que ce soit. L'architecte des bâtiments de France a dit plus tard que cette cave n'existait pas sur les plans, qu'elle n'avait jamais existé. Chloé a été internée en psychiatrie pour crise de folie post-maritale. Son témoignage n'a été pris au sérieux par personne, sauf par une jeune gendarme. La gendarme s'appelait Julie. Elle a continué l'enquête seule, en secret. 6 mois plus tard, Julie a retrouvé la trace de 3 disparitions. 1954, 1987, 2016. 3 jeunes femmes, 3 mariages, 3 manoirs. Toutes les 3 étaient venues en Normandie pour se marier. Toutes les 3 avaient épousé un homme appelé Antoine. Pas le même Antoine. 3 Antoines différents. 3 hommes de 3 générations différentes. Un grand-père, un père, un fils. Tous portaient le même prénom. Tous vivaient dans la même maison. Et toutes les 3, les femmes, avaient disparu le soir de leur mariage. Julie a envoyé son rapport au procureur. Le procureur a classé l'affaire. Motif: absence de preuves. Julie a démissionné de la gendarmerie. Elle a acheté un billet de train pour le sud. Elle ne voulait plus jamais entendre parler de la Normandie. Pendant le trajet, elle a reçu un message. Numéro inconnu. Une photo. La photo montrait le manoir, la fenêtre de la cave, et dans la fenêtre, une silhouette. Une femme en robe de mariée. La femme faisait coucou. La légende du message disait « Numéro 4 bientôt. Aujourd'hui, Chloé est toujours à l'hôpital psychiatrique de Caen. Elle ne parle plus. Elle passe ses journées assise sur son lit, les bras autour des genoux, comme les femmes dans la cave. Elle ne regarde personne. Elle ne mange presque plus. Elle porte une chemise blanche. Elle dit que c'est sa robe de mariée. Elle dit qu'Antoine vient la voir toutes les nuits. Les infirmiers disent qu'elle hallucine. Mais parfois, le matin, ils trouvent des traînées de paille par terre. De la paille qui vient de nulle part. Et une odeur de rose fanée. Une odeur d'enterrement. Une odeur de cave. Le manoir, aujourd'hui, est à vendre. L'agent immobilier le décrit comme authentique, calme, parfait pour une famille. Il ne parle pas de la cave. Il ne parle pas des pleurs qu'on entend la nuit. Il ne parle pas des robes blanches qu'on aperçoit aux fenêtres quand il n'y a personne dans la maison. Mais les voisins, eux, parlent. Ils disent que le manoir n'a jamais été vide, que 3 femmes y vivent encore, qu'elles attendent la 4e, et qu'un jour, un homme viendra. Il s'appellera Antoine. Il amènera une femme. Il l'appellera Chloé. Et la cave s'ouvrira à nouveau, parce que la cave a faim, et la cave ne se remplit jamais. Pas vraiment. Pas définitivement. Pas tant qu'il y aura des hommes pour dire oui et des femmes pour croire que le bonheur existe. Si vous êtes invité à un mariage en Normandie, écoutez.
Écoutez sous vos pieds. Si vous entendez des pleurs, ne descendez pas. Sortez, courez, ne vous retournez pas. Et surtout, ne demandez jamais le prénom du marié. Parce que s'il s'appelle Antoine et que la cave est froide et que les pommiers se taisent, alors il est déjà trop tard. Vous êtes déjà la 4e.